Odile Krakovic, vous avez écrit plusieurs livres, notamment un sur Victor Hugo. Et alors, comment vous êtes passé de Victor Hugo à la Nouvelle-Calédonie? Vous savez, je suis avant tout archiviste, avant même d'être historienne. Et il se trouve que j'ai travaillé sur la censure au théâtre et donc sur les malheurs de Victor Hugo avec la censure, parce qu'aux Archives nationales, il y avait un très important fonds, enfin nous avons hérité du ministère de l'Intérieur, la surveillance des théâtres. Pour le bagne, c'est pareil. J'ai été un jour chargée de la gestion des archives du bagne, parce que je m'occupais des archives des colonies en général, et je me suis aperçue que ces archives du bagne se terminaient vers les années 1900. Or, le bagne n'a fermé qu'en 1953, donc je n'avais rien pour la période du XXe siècle. Et je me suis mis à courir partout, à m'informer, et je me suis aperçue que la grande partie des archives du bagne était restée à Saint-Martin-de-Ré. Je suis allée chercher ces archives, je les ai trimballées, énormes kilos, ça remplit des pièces comme dans la chanson. Et puis voilà, j'ai ramené les archives et les ramenant, je les ai compulsées, classées, triées, et je me suis aperçue qu'il y avait des archives sur les femmes dont on ne parlait jamais, et j'ai été amenée à penser que ça pouvait être intéressant de travailler sur les femmes bagnardes, d'autant plus que les femmes sont un sujet, alors là, pour moi qui m'intéresse, l'histoire des femmes, j'ai un peu travaillé dessus, donc ça se concordait, disons, l'intérêt pour les colonies et l'intérêt pour un fonds pas connu et mon intérêt pour l'histoire des femmes. Alors justement, ces femmes dont vous avez choisi de parler, est-ce que c'était uniquement parce qu'elles étaient oubliées un peu par l'histoire, ou bien aussi parce qu'elles venaient d'un milieu ouvrier, de la misère et tout ça? C'est un peu, les deux raisons sont bonnes. D'abord, je m'intéressais aux femmes, on n'en parle pas beaucoup. Ensuite, c'était des femmes du peuple, et vous savez qu'il y a un grand problème pour les historiens, c'est que les femmes en particulier, le peuple aussi, n'écrivant pas, on a très peu de sources et très peu d'archives. Donc il est plus difficile de faire une histoire populaire du peuple ou du prolétariat que forcément une histoire des élites. Et puis en troisième lieu, je me suis dit que c'était une façon de faire connaître le bagne, et a posteriori la Guyane et la Nouvelle-Calédonie, en choisissant un petit nombre de bagnards, parce que c'est un fonds tellement gigantesque, 100 000 bagnards, qu'on ne peut pas traiter l'ensemble, à moins de le traiter superficiellement. Que donc une bonne introduction à ces archives du bagne, c'était au fond de parler des femmes. Mais on peut aussi parler des Kabyles et de la révolte des Kabyles, dont tous les Kabyles ont été envoyés en Guyane. Je veux dire, on peut prendre ce fonds par des tas d'aspects. Et puis, surtout, pour les femmes, ça me donnait enfin une introduction des textes, des statistiques. Parce que pour le bagne, il n'y a que Louise Michel qui en a parlé. Alors que du côté des hommes, beaucoup de personnes, il y a eu des quantités de souvenirs, des tas d'aventures racontées, que ce soit les anarchistes, que ce soit les communards, ils ont beaucoup écrit. Puis il y a eu Papillon en dernier lieu. Alors que sur les femmes, personne n'en parle. Même Louise Michel, ce n'est pas parmi ses écrits qui sont les plus connus. Et quand j'ai commencé à dire que je voulais écrire sur les femmes bagnardes, tout le monde me disait « mais il y a eu des femmes à Cayenne, en Nouvelle-Calédonie ?» Je ne savais pas. Et ce qui m'a donc d'autant plus poussée à écrire le livre. Alors vous avez parlé vous parlez aussi de Louise Michel, bien sûr, dans votre livre, mais vous parlez aussi de Nathalie Lemel. Alors, si vous voulez, Louise Michel, j'en ai relativement peu parlé. Enfin, je l'ai beaucoup exploitée parce qu'elle a écrit des souvenirs très attendrissants sur la Nouvelle-Calédonie, où au fond, c'est bizarre à dire, mais elle a été très heureuse en Nouvelle-Calédonie parce que son esprit de découverte l'a poussée à s'intéresser à tout. Mais en fait, j'ai peu parlé de sa vie parce que c'est très connu. Édith Thomas, Paul Lejeune et beaucoup d'autres ont écrit sur Louise Michel. Par contre, Nathalie Lemel, qui est une personne aussi passionnante et aussi révolutionnaire que Louise Michel, parce qu'elle n'a pas écrit, elle, on a peu écrit sur elle. C'est un peu le drame des femmes, si vous voulez. On écrit sur les femmes que quand elles ont déjà, a priori, écrit sur elles. Et Nathalie Lemel était une relieuse qui a beaucoup travaillé dans le sens association solidaire. Elle a été très syndicaliste avant la lettre. Comme elle n'a laissé aucun écrit, on ne sait que très peu de choses d'elle, et il n'y a qu'une de mes amies, Paul Lejeune, qui s'est intéressée à elle, mais
je ne sais même pas s'il y a matière à faire un livre sur elles, tellement on sait peu de choses sur elles. Alors elles ont eu quand même un régime dur, celles qu'on appelait donc les pétroleuses, on les appelait les pétroleuses, c'est ça? Ben non, en fait, j'ai essayé justement d'introduire, disons, une différence de classe dans ces communardes, parce que c'est assez étrange. J'ai vraiment eu l'impression, et ça Louise Michel ne s'en cache pas, qu'elles ont eu un régime relativement privilégié, celles qu'on a appelées les communardes politiques. Elles ont été 9 à être condamnées à l'enceinte fortifiée, ce qu'on appelait l'enceinte fortifiée. C'était vraiment la condamnation des éléments politiques qu'on voulait éliminer. En fait, cette enceinte fortifiée n'a jamais été une forteresse. On les a internées dans la presqu'île d'Ucco, qui est séparée, qui est à l'intérieur de la baie de Nouméa, mais relativement séparée de Nouméa, par la mer d'abord, par les requins ensuite, ce qui fait qu'au fond, la forteresse, l'enceinte fortifiée était naturelle. Et là, on les a laissés vivre, et dans des conditions relativement clémentes et douces. Enfin, on ne peut pas dire que la vie était rose, mais les conditions matérielles étaient dures. Mais elles avaient une relative liberté de mouvement, d'action, et elles étaient vraiment laissées à elles-mêmes. Il fallait qu'elles vivent, donc il fallait qu'elles aient de quoi vivre au niveau argent, mais on les laissait entièrement libres. Les bagnards communards, les bagnards politiques n'étaient pas condamnés au travail comme les bagnards condamnés aux travaux forcés. C'était la différence entre les déportés et les transportés. Mais justement, vous parliez des pétroleuses tout à l'heure. Les pétroleuses n'ont pas été considérées comme des condamnées politiques. Elles ont été condamnées de droit commun, c'est-à-dire aux travaux forcés. Elles ont été transportées et enfermées dans des conditions très dures, comme les meurtrières, les criminels, et condamnées, elles, au travail, non rémunéré. Alors ces femmes qui sont parties, il y en a eu combien à peu près qui sont parties au bagne? Il y a eu 30 condamnés à la déportation et 21 en Nouvelle-Calédonie. C'était les condamnés politiques, condamnés soit à l'enceinte fortifiée, elles étaient 9 à Ducos, soit toutes les autres à la déportation simple, et c'était pas forcément plus clément et un régime plus tendre. Elles ont été envoyées à l'île des Pins, et c'est elles, avec les hommes déportés, qui ont créé cet énorme ensemble pénitentiaire qui a vécu à partir de 1873, donc à l'île du Pin. Et à la grâce des communards, en 1880, ils seront remplacés par les récidivistes, les relégués, c'est-à-dire les condamnés pour de multiples petites peines. Mais les pétroleuses, celles qui ont été prises pillant avec, soi-disant, ça n'a jamais été vérifié, le litre d'essence sur les barricades, elles ont été envoyées en Guyane. Conditions beaucoup plus dures, beaucoup plus sévères. Elles ont été transportées, c'est-à-dire condamnées aux travaux forcés, en pénitencier et obligées au travail forcé. Alors combien représentaient-elles? Alors maintenant on va parler un peu globalement, les bagnardes, par rapport à l'ensemble des bagnards qui sont partis donc en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'elles représentaient dans l'ensemble? Un très petit pourcentage. En fait, ça correspond à peu près au pourcentage des bagnardes en général par rapport aux bagnards. On compte 100 000 bagnards et 2000 bagnardes en gros. Et on compte 3000 communards déportés, il y en a eu 30 de femmes. Donc vous voyez, la proportion est toujours... Alors pourquoi y avait-il moins de femmes là-bas que d'hommes? Alors ça, c'était un très vaste problème que j'ai essayé d'élucider un petit peu. C'est sûr que il y a une grande ambiguïté par rapport, dans l'administration pénitentiaire par rapport aux femmes. Il fallait peupler ces colonies, donc on avait besoin des femmes. Il y a eu donc un besoin de recrutement de femmes énorme. Et l'administration s'est trouvée devant ce problème absolument insoluble. Il n'y avait pas de femmes à envoyer. Il n'y avait pas de femmes à envoyer pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois que la femme est moins criminelle. C'est vrai. Elle a une criminalité que j'appelle défensive, c'est-à-dire que quand elle tue, quand elle vole, c'est pour sa survie dans la société où elle n'est pas protégée. Ce n'est pas par agressivité. Donc criminalité défensive, moindre criminalité, on compte en gros, et le chiffre est constant au 19e comme de nos jours, à peu près 15% de la population carcérale qui est féminine. C'est donc très peu. Donc déjà il y avait ce problème de faible population. Et ensuite la loi de 1854 qui a instauré l'envoi des femmes en Guyane donnait le choix aux femmes. Les femmes pouvaient choisir de partir ou de rester dans les maisons d'arrêt en France. Et en fait, elles n'ont pas énormément choisi de partir.
Et troisième raison, l'administration pénitentiaire ne voyait pas tellement d'un bon œil ces femmes venir s'installer en Guyane où elles posaient des problèmes de séparation avec la population masculine, de quand même construction de bâtiments spéciaux pour elles, tous les problèmes d'approvisionnement particuliers pour les femmes, le problème de leur gardiennage, enfin donc de la venue de sœurs religieuses pour les garder. Tout ça posait des problèmes insurmontables qui ont beaucoup gêné l'administration pénitentiaire qui a freiné des 4 fers pendant de longues années pour que les femmes ne viennent pas en Donc c'est ce qui explique peut-être aussi qu'il y en avait relativement peu. Oui, j'ai compté 2000 femmes en tout. Et vous dites aussi qu'elles... 2000 à peu près. 2000 au total, dont 30 déportés communards. Et vous dites aussi qu'elles étaient souvent originaires de la classe ouvrière. Oh, presque toutes. Vraiment, j'ai compté très peu de bourgeoises, entre guillemets. Parmi les transportées, elles étaient, signe de leur côté populaire, à 90% illettrées. Je n'ai pratiquement pas vu de patronnes, entre guillemets. Quelques paysannes. Alors dans les statistiques, parce qu'on a heureusement énormément de statistiques à défaut de documentation privée et personnelle, dans les statistiques, je crois que l'administration différenciait les paysannes des journalières ou domestiques. C'est comme ça que j'ai pu discerner qu'il y avait des paysannes propriétaires condamnées, surtout pour infanticide. Mais la population pour les transporter, c'est-à-dire pour celles qui ont été condamnées aux travaux forcés, il faut bien différencier transportées, condamnées aux travaux forcés pour crime, déportées, condamnées pour raisons politiques, et reléguées récidivistes, c'est-à-dire les femmes condamnées à partir de 1885 pour de multiples petits vols et petits délits. Dans les transportés, c'est-à-dire les criminels, en grande majorité condamnés pour infanticide, j'ai moitié population campagnarde, moitié population citadine. Pour les condamnés pour vol, c'est-à-dire les relégués, les récidivistes à partir de 1885, c'est principalement des ouvrières citadines. Alors ces vols étaient assez mineurs d'après ce que vous Assez mineurs, et ce qui m'a beaucoup frappé et beaucoup ému, c'était des vols de survie, ce que j'appelle. C'est-à-dire c'était des femmes, mères de famille souvent, nombreuses aussi parfois, qui crevaient la faim tout simplement, abandonnées par leur mari, par leur famille, sans domicile fixe. Le vagabondage était un délit très sévèrement puni encore à la fin du 19e siècle, et qui volaient, mais j'ai énuméré les délits, une botte de poireaux, quelques harengs, 2 paires de draps, 3 chemisiers, 4 mouchoirs, c'est incroyable. Mais il fallait qu'elles aient commis ce vol à plusieurs reprises. Et c'est très souvent des vols, mais pour manger et faire manger leurs enfants. Et le vol était quand même alors sévèrement réprimé à cette époque. Ça c'est la caractéristique du code pénal, mais je ne l'ai pas inventé, c'est bien connu. L'atteinte à la propriété était aussi durement punie, si ce n'est plus, que l'atteinte à l'individu. Et c'est particulièrement frappant d'ailleurs pour ce qui concerne les condamnés aux Antilles. Aux Antilles, c'est-à-dire le bagne de Cayenne, enfin le bagne de la Guyane a été fermé de 1810 à 1885 à cause de la mortalité extraordinaire qu'il y avait. Et le Second Empire, avant de disparaître, avait décidé d'arrêter totalement l'envoi des métropolitains en Guyane. Mais il y avait tout l'investissement qui avait été fait, il ne fallait pas que ça soit abandonné. On a décidé d'y envoyer les Antillaises, et en général les condamnés coloniaux, pour peupler pendant 15 années ce bagne. Et j'ai ainsi une trentaine d'Antillaises qui ont été envoyées peupler la Guyane, et elles sont des réclusionnaires et des emprisonnés, c'est-à-dire des condamnés à de petites peines pour vol. Et c'est effarant de voir que un infanticide n'est pas plus sévèrement puni que le vol d'un cochon ou d'un mouton. Alors justement, la création de ce bagne qui était au départ à but politique, puisque c'était, vous le dites, en 1848 pour éloigner les opposants au régime, oui, s'est transformé petit à petit en espèce de rejet de tout ce qui gênait en France. La mutation a été assez progressive. C'est vrai que c'est Napoléon III qui a décidé l'envoi de toute la population carcérale, entre autres les forçats des ports, en Guyane. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'institution du bagne a été créée
c'est un peu triste à dire, par la Seconde République. C'est-à-dire qu'on a décidé la création des bagnes coloniaux au soir des manifestations tellement durement réprimées de juin 1948. Et ça, il faut le dire, il faut le souligner, c'est notre République, la République de Lamartine, qui a décidé la création des bagnes coloniaux. Ça s'est fait sur le modèle des Anglais. Parce que la première moitié du 19e en France est passionnée par les enquêtes et entre autres la réflexion sur la population, les prisons, la population carcérale. Foucault l'a bien travaillé. Mais nous avons un illustre écrivain qui a été enquêteur des prisons aux États-Unis, Tocqueville, qui est revenu en France avec un énorme rapport dans les années 1830 sur les prisons. Et il a été suivi par des quantités d'ouvrages sur la façon de réprimer, sur la façon de mettre des cellules collectives ou cellules individuelles. Enfin, ça faisait l'objet, mais même de conversations de salon presque, du tout Paris. Et c'est en 1948, c'est dans les années 40 qu'on a commencé à réfléchir à la création des bagnes coloniaux à l'image des Anglais. Et le plus surprenant, le plus drôle, c'est que les Anglais qui avaient créé leurs bagnes coloniaux dans les années 1788, puisqu'on a fêté il n'y a pas longtemps le second centenaire de l'installation des convicts en Australie, c'est au moment où l'Angleterre a abandonné les bagnes coloniaux, vu l'effrayante mortalité, le peu de rentabilité économique et sociale, que nous, toujours en retard, on a commencé à créer nos bagnes pour 100 ans. 100 années, puisque les bagnes ont été supprimés en 1936, par le Front populaire, 1938. Alors Lamartine parlait même de réhabilitation possible dans les bagnes. Alors voilà, là, je réponds un peu à la question donc, que vous posiez tout à l'heure. Les bagnes ont été créés pour l'éviction des opposants politiques. Et puis Napoléon III a repris l'idée pour se débarrasser de ses opposants au coup d'État de décembre 1951. Et puis il s'est dit qu'après tout, les investissements financiers étaient énormes. Pourquoi ne pas débarrasser ce qui faisait la plaie de la population française à l'époque, c'est-à-dire l'énorme population de forçats qui peuplaient les trois ports de Brest, Toulon et Rochefort. Voilà. Et c'était là aussi l'objet de beaucoup d'enquêtes, de beaucoup de pétitions, pour qu'enfin on soit débarrassé de ces forçats qui n'arrivaient pas à se rétablir dans la vie civile une fois qu'ils étaient libérés. Donc on a décidé, et c'est Napoléon III qui a fait un beau discours en 1853 pour justifier en 3 raisons la création des bagnes coloniaux, départ de la population non acceptée de France, donc débarras de la France, population de ces colonies qui soit venaient d'être conquises, comme la Nouvelle-Calédonie qu'on venait de conquérir en 1850, soit de ce pays, la Guyane, dont on espérait un Eldorado, qui n'en finissait pas de ne pas arriver à démarrer, ça durait depuis déjà 1670. Et 3e raison, bien chrétienne celle-ci, réhabilitation par la famille, l'accession à la propriété, le travail à la campagne. C'était presque écologiste, ma foi. On croyait que ces citadins, en apprenant à cultiver la canne à sucre et le café, seraient réhabilités et acquéreraient une nouvelle morale. Alors la Troisième République a continué. Alors la Troisième République a fait même mieux. Elle est à mon avis encore plus responsable que le Second Empire, parce que plus cynique. Le Second Empire s'est aperçu dans les années 1867-69, ça correspond avec l'Empire libéral, que décidément la Guyane n'arrivait pas à s'en sortir et qu'elle ne s'en sortirait pas. Il faut dire que durant toutes les années de bagne, entre 1853 et 1869, la mortalité a été entre 25 et 30%. Ce qui est un chiffre énorme. C'est ce qu'ont compté Buchenwald, les camps de concentration, sauf Auschwitz qui était pour l'élimination totale, mais avait ce taux de mortalité. C'est une mortalité effrayante. Et donc l'Empire libéral s'est aperçu de l'échec face à cette mortalité, de l'échec aussi économique, et a décidé de supprimer la Guyane pour ouvrir la Nouvelle-Calédonie. Mais la Nouvelle-Calédonie a été choisie pour des conditions climatiques plus salubres et un succès probable. Bon. Mais la Troisième République a trouvé petit à petit, vu l'accentuation de la petite délinquance,
que la Nouvelle-Calédonie, c'était cher, c'était loin, ça ne marchait pas tellement bien parce que la population civile sur place en Nouvelle-Calédonie commençait à refuser cet apport de bagnards progressifs, et on a réouvert, mais alors là, cyniquement, sans espoir de colonisation, sans espoir de peuplement, simplement dans un but d'évacuer de la France tous les vagabonds, tous les mendiants, tous les pauvres, tous les indésirables. On a réouvert la Guyane en sachant certainement que ça serait le cimetière et la mort, la guillotine sèche. Alors ça a été défendu par Valdez-Crochet, Oui. dans un gouvernement Jules Ferry. Dans un gouvernement Jules Ferry. C'est ce que, au fond de cette étude du bagne, j'en ai acquis de gros problèmes. D'abord, j'aimerais beaucoup étudier cette Troisième République, qui est terriblement ambiguë. Sachez qu'entre 5 années, entre 1880 et 1885, on a pu faire des lois aussi contradictoires. Alors j'ai beaucoup étudié les débats à la Chambre. Il faut dire que cette loi de 1885 s'insère dans tout un contexte économique et social qui était effectivement assez crucial. Ça a été très bien étudié par Rye, un Américain, qui a étudié assez profondément les conséquences pénitentiaires d'une situation économique et sociale de la France à cette époque-là. La France était certes dirigée par, disons, des centres-gauches, des républicains centre-gauche, dont la caractéristique était certes une certaine générosité, mais en fonction d'une certaine classe sociale, la petite et moyenne bourgeoisie, et une indifférence complète, je crois, au peuple, vraiment ce qui donne cet ensemble de lois tout à fait contradictoires, genre l'éducation pour tous, mais le début de la colonisation, l'envoi des pauvres et des misérables à mourir à jamais en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, et à côté de soi, les premières lois de non-enfermement des premiers crimes. Et c'est les mêmes personnes qui votaient les lois généreuses et les lois répressives. Autour de Et quelles personnes? Est-ce que vous pouvez donner quelques noms quand même? Eh bien, alors, il y en a qui sont connus. Il y a Valdez-Crochet. Oui, c'est bien Rousseau. Oui, Valdez-Crochet, exactement. Il y a Valdez-Crochet. Et il y a surtout un personnage fascinant qui s'appelle Béranger, qu'on a nommé le père la pudeur, et que l'on retrouve un peu partout dans toutes les lois. C'est un homme qui a su étudier, qui était très profondément catholique et moral, dans un climat plutôt laïque et anticlérical, et qui voulait instituer un climat moral dans la politique, ce qui fait qu'on le retrouve partout, dans toutes les lois répressives, que ce soit les lois culturelles, il était pour la censure des pièces de théâtre et des journaux, que ce soit dans la gestion de la prostitution, il était pour une très sévère répression de la prostitution, en même temps qu'une protection des femmes abandonnées. Et il a eu une même position très intéressante par rapport à la pénitentiaire, il était pour une répression intense des récidivistes, mais pour une relative indulgence pour les premiers délits. C'est-à-dire pas un enfermement systématique, mais un enfermement pour ce qu'il appelait les irrécupérables. Et c'est très surprenant parce que dans les débats de la Chambre, on est imprégné dans une espèce de fatalité biologique. Tous ces braves radicaux, issus d'une moyenne bourgeoisie, étaient imprégnés par les théories de Lombroso, qui est un Italien qui a beaucoup écrit sur les criminels et qui pensait qu'on naissait criminel, qu'il n'y avait pas de circonstances atténuantes, qu'il y avait presque une formation physiologique du criminel, qu'avait, par exemple, la femme criminelle qu'il a décrit avait une chevelure énorme, un crâne plus carré, enfin, il faisait appel à toute cette philosophie, plus ou moins cette science, pour appuyer ses thèses du criminel inné et marqué à la naissance. Et la loi de 1885 est vraiment marquée par les théories de Lombroso, et de Bertillon d'ailleurs, qui commence ces théories. Et on a l'impression que la bourgeoisie moyenne a cherché à évacuer de la France la lie, ce qu'elle considérait comme les êtres irrécupérables. Et c'est ce qui s'est passé. Et les seuls qui ont défendu les circonstances atténuantes, la misère, l'exode rural,
le chômage, la reconversion industrielle, l'incapacité pour la population pauvre de se loger correctement dans les villes, c'est Clemenceau et l'extrême gauche. Et ça, c'est à rendre hommage à Clemenceau. Il a fait des discours extraordinaires en montrant qu'il n'était absolument pas d'accord avec les théories de Lombroso, qu'on ne naissait pas criminel, que c'était la société qui était responsable et qui faisait du criminel ce qu'il était, par manque de protection. Mais évidemment, il a été en complète minorité. La loi, donc en 1885, décidée par Valdez-Crousseau, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, d'envoyer mourir au bagne, sans espoir de retour, sans possibilité de choix d'être en prison ou au bagne, d'envoyer des récidivistes qui avaient déjà purgé leur peine en France. C'est ça qui a fait le scandale, en fait, a posteriori de cette loi, c'est qu'on a envoyé mourir dans les bagnes des gens récidivistes de petits vols. Il fallait avoir volé 10 fois en 5 ans. Qui avaient déjà donc purgé leur peine. On les envoyait, au bout de la 10e condamnation, mourir dans les bagnes. Alors justement, les femmes qui sont parties, comme les bagnards d'ailleurs, il y avait cette théorie de la régénération par le travail, par la famille, mais il s'agissait aussi de peupler les Justement, colonies. c'est ça où j'en veux beaucoup à la Troisième République, et je dois dire là je prends parti, ça a été d'un cynisme effrayant, c'est que dans la loi de 1885, il n'y avait plus du tout question ni de réhabilitation, ni de peuplement, parce qu'on a envoyé en 1885 des femmes âgées, déjà mariées, déjà mères, ruinées physiquement, dont on ne pouvait plus espérer ni fondation de famille, ni peuplement, ni travail agricole ou industriel. Ça a été vraiment une loi d'évacuation. On a fait mourir, comme Louis XIV le faisait face à Saint-Vincent-de-Paul, les pauvres qui embarrassaient la France. Il n'y a eu plus aucune... Ça, c'est la loi des transportés en 1854, certainement, avait un objectif et de peuplement et de réhabilitation. Ce n'est absolument pas le cas des relégués et des récidivistes. Et ça, j'insiste, parce que c'est ce qui fait la grande différence entre les deux lois et entre les deux régimes. On était vraiment un régime un peu pourri, de bourgeois qui pensaient à leur propre sécurité et à la sécurité de leur fortune avant la réhabilitation ou le peuplement des colonies. Alors les gouverneurs de Nouvelle-Calédonie notamment l'ont très bien ressenti. Mais ils se plaignaient un peu de l'arrivée de ces personnes. Absolument. Autant la Nouvelle-Calédonie, par exemple, a profité de l'apport de la pénitentiaire quand il s'agissait de forçats et de condamnés aux travaux forcés. C'est sûr, et ça il faut le dire, que Bourail a été en partie peuplé, et bien peuplé, et mise en valeur par la population pénitentiaire criminelle du Second Empire. Mais en 1885, ils ont été éberlués de l'apport de cette... C'est vrai que c'était des petits délinquants, certes, mais inadaptés et absolument pas adaptables. Paresseux, voleurs, souvent buveurs, vieux, âgés et ruinés physiquement. Ça n'était donc qu'une charge. Et il n'y a eu aucune postérité en Nouvelle-Calédonie, pas plus qu'en Guyane, des relégués. Seuls ceux qui ont fait souche, ce sont les transportés, les gens jeunes. Et Feuillet s'est très vite aperçu de ça, le fameux gouverneur, qui est un des plus célèbres de Nouvelle-Calédonie. Et quand il est arrivé en 1894, ça faisait déjà 10 ans, moins 8 ans, qu'il y avait apport de relégués en Nouvelle-Calédonie, il a aussitôt dit, débarquant à Nouméa, il faut arrêter le robinet d'eau sale, c'est-à-dire il faut supprimer l'apport de la pénitentiaire. Il n'a voulu désormais que des colons libres de s'installer qu'il subventionnait. Ce qui fait la grande différence entre la Nouvelle-Calédonie et la Guyane, c'est que la pénitentiaire a arrêté son approvisionnement en 1895-96, alors que ça a continué en Guyane jusqu'en 1938. Alors, quelle était la vie quotidienne de ces femmes une fois qu'elles étaient au bagne? Vous parlez beaucoup de la faim. Ah oui, mais alors là, la faim, c'est pas seulement pour les femmes, c'est un phénomène général de
toutes les colonies pénitentiaires et des bagnes coloniaux. Le premier souci, c'était gérer la faim. D'où le marché noir, la magouille. Ça s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu apport d'une grosse population, soudainement, dans des pays qui n'étaient pas du tout équipés pour ça. La Guyane était un pays tropical, les défrichements ont entraîné des travaux intenses mais productifs à longue échéance. Quant à la Nouvelle-Calédonie, elle était vide, c'était le rocher, à part les populations kanak, mais qui étaient loin de couvrir la totalité. C'était loin et les établissements se sont faits petit à petit à coup d'argent et de financement de la France. C'était vraiment la colonisation partie à zéro. Et la colonisation aussi a entraîné un phénomène totalitaire de bureaucratie intense. C'est-à-dire qu'on décidait de la métropole ce qu'il convenait aux forçats, sans tenir compte ni du climat, ni des conditions de travail, ni des conditions physiques des personnes qu'on nourrissait. On a décidé une bonne fois pour toutes, et ça n'a pas changé de 1854 jusqu'à 1936 pratiquement, la ration de vin, de viande, de pain surtout, et de féculents qui convenait à un bagnard ou à une bagnarde. Pareil pour le trousseau, les paires de chaussures, les robes, les fichus. Mais à cela, il fallait ajouter, d'abord, c'était très souvent la nourriture arrivait avariée, parce que pendant des années, les pays ne produisant pas eux-mêmes leur nourriture, tout était importé. C'était des longs voyages. Pour la Nouvelle-Calédonie, c'était un voyage de 3 mois souvent. La nourriture arrivait avariée, il y avait très peu de nourriture fraîche, la viande était séchée. Et ensuite, il y avait la prévarication, c'est-à-dire que les surveillants étant très mal payés, on se servait en chemin, et on se servait bien. Ce qui fait que la faim a été un problème constant, et chez les femmes comme chez les hommes. Alors, les transportés, c'est-à-dire les condamnés aux travaux forcés, n'étaient pas payés. Donc, elles n'avaient aucune possibilité de s'en sortir et de régler ce problème de la faim, si ce n'est en se mariant. Donc, et en ayant une vie autonome, libre, libérée. Pour les reléguées, le problème est différent parce qu'elles étaient censées, contre un travail qu'elles se trouvaient ou qu'on leur trouvait, être payées. Mais le pécule, comme on appelait leur solde, était minime et c'est assez pitoyable de voir que la plupart de leur argent, l'administration s'en réservait la moitié, on ne sait pas trop pourquoi, puisqu'elle ne devait pas revenir, et donnait l'autre moitié de leur pécule aux condamnés. Et les relégués employaient la totalité de cette fortune à s'acheter un petit café le matin pour ne pas partir à jeun au travail. C'est pitoyable. Et ça fait l'objet de nombreux rapports. Et en plus, cette administration qui était aussi en majorité gérée par des hommes, par exemple, n'avait aucune idée de tout ce qui concerne justement le trousseau des femmes. Voilà, c'était assez dramatique parce que c'était donc un monde exclusivement masculin et en plus les directives, comme je le disais tout à l'heure, partaient de la métropole. Mais l'administration était aux mains évidemment des hommes à cette époque-là, ce qui fait que des objets aussi élémentaires que du linge hygiénique, au début, ne se trouvent pas dans le trousseau. Il a fallu attendre une vingtaine d'années pour qu'on trouve des allusions à ce genre d'outils proprement féminins. Le peigne non plus, on ne connaissait pas dans les premiers trousseaux. Et puis il y avait des rigueurs absolument fantastiques. Elle n'avait droit qu'à 2 jupons par an, il ne fallait pas que ça soit déchiré ou usé, sinon c'était la punition, la prison, le pain sec et l'eau. Une question d'échange aussi, il y avait des échanges énormes de calicots, etc. et c'était puni très sévèrement parce que une bagnarde ne devait rien posséder en fait. Alors justement sur les punitions tombaient à tour de bras quand même. Alors les punitions tombaient à tour de bras et c'était un peu compliqué à gérer parce que comme tout le système hiérarchique de la pénitentiaire, c'était en fait le directeur qui attribuait les pénitences et les punitions, même pour les femmes. C'est-à-dire que les sœurs qui étaient chargées de surveiller et de gérer ces femmes, ces couvents, comme on les appelait, ces pénitenciers, n'avaient aucun pouvoir. Elles n'avaient seulement le pouvoir que de réprimer les révoltes, c'est-à-dire d'administrer des punitions au coup pour coup.
Mais dès que ça dépassait une semaine, 8 jours de prison ou 8 jours de cellule, il fallait en référer au directeur, accompagné d'un espèce de conseil qui deviendra après le tribunal militaire spécial, qui gérera à partir de 1890 toute la correctionnelle sur place. Et alors on va aussi parler maintenant du travail, parce que les femmes travaillaient. Lorsqu'elles travaillaient chez les particuliers, c'était un véritable esclavage. Esclavage, ça c'est assez fantastique. Alors le travail chez les particuliers, c'est propre aux récidivistes, c'est-à-dire à partir de 1885. Parce que pour les transporter, soit elles restaient 6 mois à peu près dans les couvents, les pénitenciers, où elles fournissaient un travail gratuit, c'est-à-dire qu'elles assuraient tout le linge et les costumes et des bagnards et des officiers. Et petit à petit aussi la literie, ce qui était un travail gigantesque parce que la population pénale a très vite grandi et c'était donc un très gros travail. Elles étaient rivées 8 heures par jour à leur travail dans des conditions assez atroces. Il y a des descriptions du matériel qui leur était fourni. Elles avaient une caisse qui leur servait à la fois de tabouret et de lieu de rangement de leurs affaires personnelles et de leurs affaires de travail, ce qui n'était pas beaucoup. Et elles étaient dans une espèce d'énorme pièce commune qui leur servait à la fois de réfectoire, à la limite de chapelle, et elles étaient assises en rang, là. Elles restaient 8 heures par jour rivées avec comme seule distraction la récitation du chapelet. Parce que propre aux femmes, alors que l'éducation religieuse entre très très peu en ligne de compte pour les hommes, les femmes, elles, ça faisait bien partie de l'éducation bourgeoise du 19e, les femmes menaient une vie vraiment monacale, rythmée par les messes, les chapelets et les promenades sous la direction de la sœur. Mais ce que voyant un directeur un peu plus intelligent que les autres, se sont aperçus qu'elles s'anémiaient, qu'elles faisaient des dépressions, jusqu'à des crises hystériques, devant cette chaleur, ce climat, cet enfermement. Et il a peu à peu institué la création de jardins où elles pouvaient jardiner, ce qui n'était pas forcément la solution pour une population à moitié citadine, mais enfin quand même ça les permettait de sortir, ça leur permettait de sortir. Alors ça c'était le travail dans le pénitencier, d'être transportées jusqu'à ce qu'elles se marient. Ça durait 6 mois. Ensuite elles se mariaient et je n'ai plus aucune nouvelle d'elles. C'est ça le drame, c'est que en fait, comme je n'ai que les archives de l'administration et très peu de témoignages personnels sur la vie des bagnards, une fois qu'elles étaient libérées entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles étaient autorisées à se marier et à s'établir dans une ferme que leur donnait l'État avec leur mari bagnard, je ne sais plus rien d'elles. C'est-à-dire que je n'ai pas pu vérifier dans les archives si elles étaient effectivement, comme on l'a beaucoup dit, prostituées. Pour le service de leur mari souteneur, ou si elles ont vraiment eu une vie normale de femmes fermières éduquant leurs enfants. Les témoignages sont rares et assez divers pour que ça ne soit pas fiable. Par contre, pour les reléguées, qui étaient vieilles, donc souvent, elles étaient presque à demeure, soit dans le dépôt collectif, c'est-à-dire le pénitencier, où elles travaillaient là toujours à faire les vêtements des bagnards, soit quand elles avaient une bonne conduite, on les autorisait, et au début c'était très recherché, à aller travailler comme domestiques chez des engagistes, c'est-à-dire chez des patrons. Et très souvent, c'était une très grande désillusion parce que ce qui était présumé par elles être un début de liberté se révélait en fait un double enfermement et un esclavage supplémentaire où elles étaient soumises complètement, corps et âme, aux volontés de l'engagiste qui les traitait comme des esclaves. Elles étaient en fait censées remplacer la population esclavagiste libérée en 1948. Alors c'était quand même un grand espoir des femmes de se marier, enfin, c'est ce qui les poussait parfois à partir en Nouvelle-Calédonie. C'est ça qui est pitoyable, c'est qu'il y avait un double espoir. Pour les jeunes, l'espoir de se marier et de se refaire une vie dans des conditions favorables, et pour les vieilles, les reléguées, l'espoir de retrouver une insertion sociale par un travail domestique dans une famille. Et je crois que pour la plupart, les espoirs ont été déçus des deux côtés. Soit quand elles étaient mariées, qu'elles fournissaient un peu la prostituée du coin, soit quand elles étaient engagées, je vous dis, l'esclave. Et ça a certainement été le cas pour la Guyane. On a des rapports sur la santé et les conditions matérielles dans lesquelles vivaient les transportées une fois qu'elles étaient mariées par
un médecin assez surprenant, Orgeas, qui faisait partie de la nouvelle école statisticienne qui s'est développée autour de Bertillon dans le dernier quart du 19e siècle, et qui s'est amusé à démontrer qu'en fait, une population ne pouvait pas être exilée dans des autres conditions climatiques que celles de la naissance, en s'appuyant uniquement sur la population féminine du bagne de Saint-Laurent et en montrant que la mauvaise santé de ces femmes, leur infécondité, ou mieux la mauvaise santé des enfants qui étaient issus des ménages de Bagnards, était la preuve qu'on ne peut pas faire sortir une population de son milieu d'origine. Et il a été amené à faire une étude très poussée sur les avortements, les fausses couches, les maladies de naissance, les malformations de naissance de la population issue des Bagnards. Et c'est le seul témoignage un peu privé que j'ai, et c'est frappant et misérable. La moyenne de vie de ces femmes bagnardes mariées à Saint-Laurent était de 4-5 ans. Alors quand elles s'en sortaient bien, elles pouvaient vivre très vieilles. Et dans ce cas-là, elles se remariaient allègrement 2, 3, 4 fois dans leur vie de bagnarde. C'est assez surprenant. C'est un peu le cas des 3 bagnardes que Londres, lorsqu'il a fait son fameux voyage à Saint-Laurent en 1923, il a retrouvé 3 bagnardes qui vivaient encore là, après la suppression du bagne pour les femmes en 1907 et 1914. Il a retrouvé ces 3 femmes qui avaient toutes les 3 été mariées 3-4 fois, une ribambelle d'enfants, et ma foi, pas tellement malheureuse. Mais il fallait une sacrée santé. À part ces exceptions, justement, des féministes de l'époque s'étaient plaintes que c'était plutôt pour le salut de l'homme qu'on envoyait ces femmes là-bas, c'était plutôt pour sauver les hommes. C'est ça. Non, il y a eu un article très intéressant de La Fronde, et ça ne m'étonne pas de la valeur des journalistes de La Fronde, qui ont étudié un problème qui effectivement m'a beaucoup intéressé, beaucoup impressionné, c'est le problème du mariage entre catégories semblables de bagnards. Parce qu'il faut savoir qu'au bagne, on pratiquait ce qu'on appelle le doublage. Et qu'en fonction des doublages et du temps de durée de la peine, on appartenait à des catégories différentes. C'est-à-dire que le condamné aux travaux forcés, quand il arrivait au bagne, il était classé dans la première catégorie tant qu'il faisait son temps de peine. Si son temps de peine était de moins de 8 ans, il devait doubler son temps de peine. C'est ce qu'on appelle le doublage. Et il pouvait être à ce moment-là libéré. Donc au bout de 14 ans s'il était condamné à 7 ans, ou 12 ans s'il était condamné à 6 ans. Il pouvait retourner en métropole, à condition de payer son voyage, bien entendu. Mais s'il était condamné à plus de 8 ans, le doublage était perpétuel. C'est-à-dire qu'on l'appelait libéré, il entrait à ce moment-là dans la 4e catégorie, mais sa libération était toute ponctuelle, puisque c'était une libération sur place, c'est-à-dire qu'il quittait le pénitencier, il pouvait être fourni d'une ferme, mais il ne devait jamais rentrer en métropole. Alors le problème pour les femmes qui ont été envoyées là-bas, et il n'y a pas seulement eu des condamnés aux travaux forcés, il y a eu des emprisonnés, des réclusionnaires, c'est-à-dire des femmes condamnées à des petites peines de prison, qui choisissaient d'aller faire leur peine de prison au bagne. On les a mariées systématiquement, puisque c'était le but, quand elles étaient jeunes et libres. Mais on les a souvent mariées à des bagnards condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Et le mariage les enchaînait beaucoup plus qu'elles ne le pensaient, puisque libres de retourner en métropole une fois leur peine de prison achevée, elles ne le pouvaient pas, puisqu'elles étaient mariées à des bagnards condamnés aux travaux forcés. Et c'est ce qu'a découvert La Fronde, qui a envoyé une de ses journalistes faire une enquête sur place, où la journaliste a bien qualifié ça d'esclavagisme et de double enfermement, puisque c'était le piège à perpétuité, disons. Oui, parce que comme elle partait presque volontairement, il fallait bien sûr qu'il y ait toute une campagne de propagande pour leur vanter les mérites de la Nouvelle-Calédonie, des futurs maris qu'elles allaient rencontrer. Absolument. Et de leur installation. Alors ça, j'ai trouvé des témoignages assez surprenants et d'une naïveté fantastique des directeurs de prison qui répondaient au ministre de la Marine, parce que les bagnes dépendaient du ministre de la Marine, qui répondaient au ministre de la Marine comment ils avaient bien obéi aux directives. Les directives étaient de tenter par tous les moyens les braves femmes qui étaient en prison dans les maisons d'arrêt en France et de leur faire un tableau vraiment idyllique, un véritable Eldorado de ce qu'était la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie. Pas de chance pour la Guyane, la plupart du temps, les femmes, même au fin fond de leur prison, étaient suffisamment informées pour savoir que le taux de mortalité n'était pas forcément tentant.
Et en Nouvelle-Calédonie, au contraire, les bruits étaient très favorables. Et tout le problème était de savoir si on partirait pour la Nouvelle-Calédonie et la Guyane. Et ce choix, pour les années qui ont été communes des deux bagnes, où les deux bagnes ont vécu en même temps, c'est-à-dire à partir de 1885 jusqu'en 1896-18 pour la Nouvelle-Calédonie, le problème était de savoir comment se faisait ce choix. Et ça, je ne le sais pas. Il y avait une commission qui était chargée, à partir des dossiers, de choisir si les femmes ou les hommes partiraient en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, et je n'ai pas retrouvé les archives de cette commission. Donc je ne sais pas les critères, mais je sais qu'il y a eu des crimes commis dans les prisons, et ça on l'a dit, et je crois que c'est vérifiable, pour pouvoir partir en Nouvelle-Calédonie. Alors que la Guyane, c'était pas de chance. Alors une fois arrivé, bon, il y avait quand même pas mal de désillusions sur place, et est-ce que vous pensez quand même, après avoir fait toutes ces études, notamment en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, que c'est plutôt une réussite ou un échec, ce peuplement par les bagnards et les bagnardes? Je crois qu'il faut différencier et les catégories de bagnards et les époques. C'est sûr que pour la Guyane, c'est un échec complet. C'est vrai que pour la Nouvelle-Calédonie, on peut parler de relative réussite pour la première catégorie de bagnards, celle que j'appelle les transportés, c'est-à-dire les condamnés aux travaux forcés. C'est-à-dire que pour les bagnards qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie dans l'optique du Second Empire, c'est-à-dire réhabilitation et repeuplement, ça a été une réussite. D'autant plus que la Nouvelle-Calédonie a eu l'intelligence de concentrer dans les vallées de Bourail, qui étaient particulièrement fertiles et bonnes comme terre, la population pénitentiaire. Le principe était ça, on attribuait une zone de 200 hectares sur laquelle on construisait 20 fermes autour d'une route, et les fermes étaient construites en quinconces autour de 4 à 5 hectares qui s'attendaient derrière la ferme. Tout pareil, le même plan, les mêmes attributions. On donnait aux bagnards et aux couples bagnards 3 ans à peu près de subsides, basse-cour, animaux, semences. Et au bout de 3 ans, ils étaient censés pouvoir se débrouiller. Ils restaient propriétaires de leur maison. Et ça a donné un relatif succès. Monsieur Barbançon dit que son arrière-grand-mère, qui était, je crois, réclusionnaire simplement, c'est-à-dire qu'elle avait été condamnée à une peine de prison et non pas à une peine de travaux forcés, elle a vécu sans connaître la faim, ce qui était extraordinaire, exceptionnel dans le cadre du bagne. On ne connaissait plus la faim que quand on était établi dans une ferme. Ce n'était pas le cas des pénitenciers. Mais on peut dire qu'il y a eu, il a donné des statistiques assez précises, M. Barbançon, où il montre que plus de la moitié des couples, pour la période jusqu'en 1885, provenaient d'une population pénitentiaire bagnarde, ce qui est énorme. Alors dans la vallée de Bourail, vous parlez d'environ 500 mariages. Oui. Donc est-ce qu'il pratiquement Bourail a été peuplé par les bagnards? Oui, c'est ça. Mais c'est assez compliqué parce que les chiffres sont assez difficiles à préciser. Il y a eu 500 bagnardes mariés qui étaient mariés probablement à des bagnards la plupart du temps. Mais il y a eu les enfants de ces bagnards qui ont pu épouser des bagnards à leur tour. De même, des bagnards pouvaient épouser des femmes libres qui étaient venues. Enfin, il y a eu un mélange de populations. Mais on peut dire que à un bagnard par couple, c'est certainement ce qui a fait la population première de la Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1885. Pas forcément des couples de bagnards à part entière, enfin des deux côtés. Il suffisait qu'il y en ait un. Alors pendant très longtemps, les néo-calédoniens ne souhaitaient pas parler du bagne, ne souhaitaient pas creuser dans l'histoire. Maintenant, ça change un petit peu. Ça change un petit peu grâce à des personnalités comme M. Barbançon, mais je crois qu'effectivement, pendant très longtemps, ce qu'on a appelé les chapeaux de paille, c'est-à-dire les descendants des bagnards, étaient considérés un peu comme les prolétaires, les pauvres blancs. C'est vrai que je crois que ça correspond à une réalité économique. Enfin, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe maintenant en Nouvelle-Calédonie, mais je crois que les descendants de bagnards ont été un peu une forme de classe prolétaire de la population caldoche. Est-ce que vous avez l'impression, d'après ce que vous apprenez, ce qui se passe actuellement sur la Nouvelle-Calédonie, que par exemple cette population issue des gens du bagne éprouve un besoin de réhabilitation, éprouve toujours un besoin de se racheter quelque part? Je ne crois pas, mais il y a un phénomène assez surprenant. Je crois qu'on a tous besoin de retrouver ses racines
et que ces racines qui étaient honteuses il y a encore quelques années, maintenant font partie d'un espèce de patrimoine. Et j'ai été en contact par exemple avec plusieurs généalogistes de Nouvelle-Calédonie ou de généalogistes en France qui s'intéressent à la généalogie de Nouvelle-Calédonie, et il n'y a plus aucun refus, aucun rejet. Au contraire, on considère maintenant les archives du bagne comme une bénédiction puisque c'est une source certaine de sa généalogie. Et je ne crois plus qu'il y a vraiment, enfin, c'est pour ça que je trouve un peu dérisoire maintenant les lois assez sévères de 120 ans d'ouverture des dossiers, parce que autant autrefois on pouvait imaginer, supposer, respecter l'histoire d'une famille honorable, maintenant je crois que c'est un peu dépassé et que les gens sont plus intéressés par l'histoire elle-même que par la réputation des ancêtres. Je crois que ça change. Alors vous pensez donc aussi que votre livre, qui justement creuse dans l'histoire, devrait être bien accueilli, aussi bien par les gens qui habitent en Nouvelle-Calédonie actuellement que par les Français? Est-ce que vous avez eu déjà des réactions? Je pense. Simplement, je crois que mon livre il est tentant par le sujet et que le contenu ne correspond peut-être pas au sujet. Je veux dire que, et ça je l'explique bien dans mon introduction, je n'ai pas fait du papillon. Je ne pouvais pas le faire n'importe comment. Je l'explique. J'ai tenté de l'expliquer. Si vous voulez, les femmes n'ont jamais fait parler d'elles. Il n'y a pas de scandale de femmes. Il n'y a pas eu d'évasion extraordinaire. Il n'y a pas eu d'amour saphique, homosexualité qui ont défrayé la chronique. J'ai quelques condamnés dont on a beaucoup parlé, mais dont on a parlé à cause de leurs crimes en France et pas à cause de leur vie. En Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Je pense par exemple à la Vénus de Gordes, sur lequel on a écrit des romans, qui a pu inspirer Thérèse Raquin de Zola. Elle a été connue pour son crime, mais pas du tout pour sa vie, qui a été assez lamentable en Guyane. Elle est morte au bout de 4 ans de la fièvre jaune, destin assez hélas, assez commun. Et n'ayant aucun témoignage croustillant, j'ai un peu peur que mon livre ne corresponde pas à ce qu'en attendraient les gens en voulant retrouver une vie de papillon féminin. Oui, mais quand même, une des plus célèbres, bagnardes, c'était quand même Louise Michel. Oui. Plus que Papillon, je crois que Louise Michel restera davantage dans l'histoire. J'espère. Mais alors, Louise Michel est un cas un peu exceptionnel et c'est pour ça que j'en ai parlé, certes, ne serait-ce que parce qu'elle fournit des renseignements privés et très chaleureux et très riches sur la vie quotidienne dans le bagne. Mais elle a été heureuse, elle a été une bagnarde heureuse. Et en ça, je crois qu'elle a été un peu exceptionnelle. C'était un tempérament fantastique, Louise Michel. Et elle vivait vraiment dans le présent, bien qu'ayant une culture révolutionnaire et historique. C'était une femme qui savait jouir du présent de façon exceptionnelle. Arrivée en Nouvelle-Calédonie, elle s'est passionnée pour la botanique, elle s'est passionnée pour la population kanak. Elle a fait un livre sur les légendes et l'histoire kanak. Elle a fait un dictionnaire de l'histoire kanak. Et elle avait institué une serre. Elle avait pris une espèce de cabanon abandonné et elle avait institué une serre. Et on lui a dit, mais attention, tu vas te faire taper par les doigts, tu vas être puni. De quel droit tu t'appropries la propriété de l'État? Et elle était tellement convaincante que la Richerie, qui était à l'époque le gouverneur, lui a tout à fait autorisé à continuer ses expériences de botanique. Et elle se dit, elle a écrit dans ses mémoires qu'elle était heureuse et que même quand elle a été déplacée un peu à l'écart de Humeau, qui était la ville principale de la presqu'île de Ducos, et elles ont dû s'installer, après une révolte d'ailleurs, elles ne se sont pas laissées faire, dans un endroit assez isolé qui s'appelle maintenant en leur honneur la baie des Dames, elle était ravie parce qu'elle se trouvait encore plus près de la forêt tropicale et que ça lui convenait tout à fait. On ne sait pas qu'est-ce qui pouvait la battre. Oui, alors que l'objectif quand même de votre livre est plutôt de dénoncer un crime. Ah oui, absolument, mais c'est un crime. Il ne faut pas oublier quand même qu'il n'y a eu aucune descendance et qu'il y a eu une mortalité complète, un gâchis complet de toute une génération en Guyane. Et que les succès ont quand même été, ils sont à nuancer pour la Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, je crois qu'il y a eu un relatif succès pour les premières générations du Second Empire, mais que le résultat a été nul et criminel et source d'angoisse et de peine et de mort prématurée pour les relégués récidivistes condamnés par la loi de 1885. Non, la Troisième République a une énorme responsabilité, ne serait-ce que d'avoir perpétué le bagne jusqu'en 1938.
On peut parler peut-être, si vous voulez, de l'impossible retour. Ah, l'impossible retour, oui, puisqu'il n'en revient que 6 de Nouvelle-Calédonie. Il n'en revient que 6 de la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est un scandale. Et c'est un scandale hypocrite et mesquin, bien digne de la Troisième République. Il y avait un tel taux de mortalité parmi ces vieilles reléguées qui ne supportaient pas le climat, qu'un administrateur de la pénitentiaire qui s'appelait Vérignon, qui était un type valable, détesté par Liard Courtois, l'anarchiste qui a écrit ses mémoires, mais désireux de réforme, dans le cadre de la répression, mais désireux de réforme, a écrit un rapport en 1904 très alarmé, où il a montré que la moyenne de la mortalité à l'île des Pins, à Saint-Laurent, était de 30% par année et qu'il fallait absolument rapatrier ces pauvres femmes et abandonner cette expérience de peuplement féminin des bagnes coloniaux. Et il a été entendu et une loi a été votée en 1907 supprimant simplement l'envoi de femmes en Nouvelle-Calédonie, c'était le cas depuis 1896, et en Guyane aussi. Mais il n'a pas été question, et c'est ça qui est effarant, et c'est ça l'hypocrisie, d'un retour éventuel et d'un financement du retour de ces quelques 300 femmes qui restaient encore à Saint-Laurent-de-Maroni et en Nouvelle-Calédonie. Et tout simplement, de report de la loi financière d'année en année, on a attendu qu'elles meurent toutes et que les pénitenciers soient même évacués, avant d'en trouver 6 en 1914 pour justifier le vote d'une loi financière et rapatrier ces 6 à 10 pauvres femmes, toutes vieilles. Dont on a perdu la trace. Dont on a perdu la trace, bien sûr. À leur retour. Oui. C'est vraiment l'hypocrisie et la mesquinerie suprême, vraiment. Je crois qu'il n'y a pas de mot pour qualifier cette loi soi-disant généreuse qui s'est traduite par une indifférence complète. Et ça peut être la caractéristique de le point commun de toutes ces femmes bagnardes, l'indifférence complète qui les a toutes entourées. On sait l'indifférence des gouvernements en général pour la population prolétarienne, mais là, c'est caractéristique par rapport aux femmes, qui étaient prolétaires et femmes, donc doublement exploitées.